Chapitre 7. Les femmes de la maison s'achetèrent toutes des tambourins, des bandirs et des tambours de basque. Chacun de ces instruments avait sa forme, son langage particulier. Il y en avait de longs en céramique bleue, la base garnie de parchemin, de ventrus en poterie quasi rustique, de simples cadres en bois circulaire tendus d'une peau de chèvre soigneusement épilée. Ma mère fit l'acquisition d'un de ces tambours, ou bandirs. Elle l'essaya. Des coups graves et des coups secs combinés avec art parlèrent un dialecte rude, mélange de soleil et de vent de haute montagne. Encore 2 jours avant la Hatchoura, la grande journée où, de chaque terrasse l'après-midi, s'élèveront rythmes et chansons. Maintenant, chacune de nos voisines faisait ses gammes, jouait pour elle-même un air de danse, accompagné de fioritures, de mots murmurés à mi-voix. Zineb tapait comme une sourde sur un minuscule tambourin de pacotille. La veille, mon père m'avait offert une trompette très fruste en fer blanc, bariolée de toutes les couleurs. J'en tirais de temps à autre un gémissement nasillard qui se terminait par un cri rauque de fauve en colère. Je comptais d'ailleurs sur d'autres jouets pour le jour même de la Tchoura. Je désirais un tambour en terre cuite, en forme de sablier et un hochet décoré de fleurs. Je me contentais pour le moment de ma trompette. Elle éclatait, au milieu de tous les bruits de la maison, comme un cri d'alarme, parfois comme un sanglot d'agonisant. Ma mère me pria de monter sur la terrasse Brère tout à mon aise. Dans toute la ville, les femmes essayaient leurs tambourins. Un bourdonnement sourd couvrait l'espace. Je gonflai mes joues et soufflai de toutes mes forces dans ma longue trompette. Le son s'étrangla, et j'eus l'impression d'entendre un bébé qui perce ses premières dents. Le chat de Zineb somnolait au soleil. Il fit un saut d'épouvante, faillit perdre l'équilibre, tomber du haut du mur, sa demeure favorite. Il m'abandonna la terrasse et s'engouffra dans une gouttière. Une tête inquiète surgit du faîte d'un mur mitoyen et disparut. Ma mère me rappelait déjà. Je descendis pour la rejoindre. « Un de tes camarades, envoyé par le maître d'école, t'attend dans le patio, me dit-elle. Prends tes babouches et va le rejoindre. Le fki a besoin de toi. J'abandonnai ma trompette avec regret et dégringolai l'escalier pour retrouver mon condisciple. C'était Amoussa, pois chiche, l'élève le plus petit de taille de l'école. Il s'appelait de son vrai nom Azouz Berada. Il me recommanda de me dépêcher. L'équipement des lustres pour la nuit de l'Atchoura réclamait le concours de toutes les mains. Il fallait venir travailler comme les autres, au lieu de jouer de la trompette. Nous arrivâmes au Messid. J'embrassai la main du maître et m'installai au milieu d'un groupe chargé de découper des mèches minuscules dans un carré de vieille cotonnade blanche, usée à la limite de l'usure. D'autres élèves s'emparèrent des mèches roulées, avec soin les agrafetaient par le milieu à une lamelle de fer blanc. Le bout libre de la lamelle de métal formait un crochet et devait reposer sur le bord d'un verre rempli, moitié eau, moitié huile d'olive. Les grands, suspendus à une échelle branlante, accrochaient aux auvents des fenêtres et au plafond de la salle d'école des lustres en fer forgé. De conception très simple, ces lustres étaient formés d'un ou de plusieurs cerceaux reliés entre eux par des tiges rigides. À ces cerceaux venaient mince coller des cercles étroits, où seraient logées les petites veilleuses, des verres ordinaires munis d'une mèche qui nageait dans l'huile. Pour obtenir un bel effet, les élèves mélangeaient à l'eau des veilleuses des poudres de couleurs diverses. Quand j'arrivais, les lustres étaient loin d'être entièrement garnis. Les verres s'entassaient dans un seau, les poudres de couleur en petits paquets reposaient dans les babouches du fki, et les lamelles de fer blanc traînaient partout sur les nattes. Nous travaillâmes activement. Amoussa se coupa le pouce avec une lamelle et partit se faire soigner chez lui, en pleurnichant doucement. La plupart des élèves travaillaient avec ardeur, 5 ou 6 seulement, parmi les plus turbulents, allaient d'un groupe à l'autre, s'agitaient en tous sens, provoquaient çà et là quelques disputes. Notre tâche fut terminée avant le coucher du soleil. Avant de quitter l'école, nous chantâmes des cantiques en l'honneur du prophète, récitâmes en chœur quelques versets du Coran. Le maître prononça avec ferveur des invocations pour attirer la bénédiction sur nous, sur nos parents
et sur l'ensemble de la communauté musulmane. Il n'a point oublié, dans ses prières, le sultan prince des croyants, qu'Allah prolonge son existence et l'aide à supporter le lourd poids du royaume. Nous restâmes silencieux à attendre que le maître nous fît signe de partir. Mon tour vint assez rapidement. Je baisai la main du maître, enfilai mes babouches et sortis. À la maison, je trouvai ma mère très ennuyée. Il n'y avait plus de pétrole dans la lampe. Ma mère avait oublié d'en faire acheter. Je lui proposai de faire sa commission. Elle refusa. Driss El Awad rentra. Ma mère descendit au premier. Je l'entendis chuchoter sur le palier de Rahma. Le pas de Driss El Awad retentit de nouveau dans l'escalier. Il avait accepté de rendre service à ma mère. De la rue me parvint la voix grêle d'un vendeur de bougies. « Des bougies et des allumettes !» criait-il. Nous ne nous servions plus de bougies. C'était bon pour les gens pauvres, sans argent, ceux qui ne peuvent qu'à se payer une belle lampe munie d'une glace pour refléter la lumière. Bon aussi pour les personnes arriérées qui craignent les explosions, la fumée et la mauvaise odeur, autant d'inconvénients qui n'existent que dans leur imagination. La nuit tomba brusquement. Nous attendions impatiemment le retour de notre voisin pour éclairer la chambre. Quelqu'un toussa à la porte d'entrée de la maison. Driss El Awad demanda s'il n'y avait personne sur son passage. Ma mère se précipita chez Rahma, ramena sa bouteille à moitié pleine de pétrole. À la lumière d'un bout de chandelle, elle dévissa le bec, remplit la lampe, nettoya la mèche de son charbon et alluma. « Soirée de bénédiction, lui dis-je. »« Que ta soirée soit bénie, » me répondit ma mère. « Lala Zoubida, » appela Lala Kanza, du rez-de-chaussée. « Bénie soit ta soirée. Pourrais-tu me donner un brin de menthe ? Sidi Mohamed va te le porter. » Ma mère me donna quelques branches de menthe très parfumées. J'allais fièrement les offrir à la chouafa. Je la trouvai dans le patio. Une odeur d'encens, de benjoin et de bien d'autres aromates alourdissait l'atmosphère. J'étais persuadé qu'une assemblée de démons, attirés par toutes ces odeurs, se tenait dans la pénombre. Lala Kanza, pour me remercier, me mit dans le creux de la main une poignée de grains de sésame. Je pensais que c'était là une part d'un repas mystérieux offert au génie par la sorcière. J'y goûtais du bout de la langue. Le goût de sésame n'avait rien de suspect. Je mangeais. Les grains se collaient autour de mes lèvres et sur le bout de mon nez. Ma langue balayait ce qu'elle pouvait atteindre. J'époussetais l'excédent avec les doigts. Il faisait noir dans l'escalier, mais l'obscurité ne m'effrayait guère. Le vide qui s'ouvrait devant moi n'était vide qu'en apparence. Des présences muettes s'écartaient l'un pour me laisser passer. Lorsque j'aurai l'âge requis, toutes ces présences se découvriront, ils mes yeux de voyants. J'entendis ma mère prononcer solennellement « Dieu est le plus grand ». Quelqu'un demanda « Est-ce le muezzin annonçant la prière de l'Atcha que j'entends ?»« Oui », répondit ma mère. Dans le noir, je retenais mon souffle, j'écoutais avec attention. Je n'entendais point de muezzin. Les femmes, dit-on, ont l'oreille plus fine que les hommes. Mon père ne tarda pas à arriver. Le dîner se déroula comme à l'ordinaire. Avant de nous coucher, mon père me fit part de son intention de m'emmener le lendemain, dans la matinée, me promener dans les souks et choisir mes jouets. Nous irions aussi à Bab Moulay Idriss faire l'acquisition d'un cierge. La nuit de l'Achoura, je l'offrirais au maître d'école. J'étais heureux. Une seule chose m'ennuyait. Je savais qu'il m'était impossible d'échapper à la séance du coiffeur. Mon père ne manquerait pas de me conduire à Chemaïn, dans l'étroite boutique de Si Abderrahman, le barbier. Je n'aimais ni Si Abderrahman, ni sa boutique. Je me couchais, mais le sommeil avait fui mes paupières. Je rêvais longtemps à des cierges monumentaux, décorés de dentelles de papier finement ajourées par une main patiente, de rasoirs étincelants, de tambours en forme de sablier, de lustres en fer forgé, chargés de godets de cristal. Mon père ne connaissait rien à l'art délicat de vendre et d'acheter. Il ignorait les subtilités du marchandage et la volupté d'obtenir un objet, un sou moins cher que ne l'a payé le voisin. Il m'emmena, après le repas du matin, faire le tour des marchands de jouets. Dans chaque rue résonnaient côte les tambourins,
les grelots des hochets de fer blanc, le chant des flutiots. Les marchands de tambourins se démenaient dans leurs échoppes, devenues étroites, tant ils s'y entassaient de marchandises. Des tambourins, des bandirs, des tambours de basque, des trompettes et des pipeaux, pendaient par grappes, s'amoncelaient en tas multicolores, envahissaient les étagères. Un peuple de femmes, d'hommes mûrs, de fillettes et de garçons faisait cercle autour de chaque magasin. Les uns essayaient un instrument, les autres les accompagnaient de battements de mains. Jacassaient, réclamaient, discutaient avec le marchand qui ne savait plus où donner de la tête. Une foule de campagnards, descendus de leur lointain village, s'approvisionnaient en sucre, épices, cotonnades et instruments de musique. Ils encombraient la rue de leurs paquets. Je m'accrochais à la main de mon père, occupé à écarter les passants pour nous frayer un chemin. J'eus mon tambour en forme de sablier, un petit chariot bizarre en bois et une nouvelle trompette. Mon père me laissait choisir, payait sans discuter. Je lui tenais de longs discours, lui posais 1000 questions auxquelles il répondait rarement. Il souriait à me voir, si excité. Nous terminâmes nos emplettes par l'achat d'un cierge, d'une livre de pois. La rue Bab Moulé Idriss débouche dans le quartier des fabricants de ceintures brodées et des marchands de fruits secs. Près d'un pied de vigne séculaire s'ouvrait la boutique de Si Abderrahman le coiffeur. Le Malem Bnou Hatchir occupait la boutique qui lui faisait vis-à-vis. Chacun avait sa clientèle. Les 2 barbiers ignoraient la concurrence. Mon père venait se faire raser les cheveux depuis son installation à Fès dans la boutique de Si Abderrahman. Les barbiers participaient à de nombreuses cérémonies familiales. À ma naissance, mon père, montagnard transplanté dans la grande ville, désirait néanmoins fêter dignement mon arrivée au monde. Si Abderrahman lui fut d'un excellent conseil. Il vint, selon l'usage, accompagné de ses 2 apprentis, placer les invités et faire le service pendant le repas. Lors de ma première coupe de cheveux, mon père eut recours à ses soins et fit encore grand cas de ses avis et recommandations. Je n'aimais pas Si Abderrahman. Je savais qu'il serait chargé de me circoncire. Je redoutais ce jour. Je sentais des frissons me parcourir l'épiderme quand je le voyais manier le rasoir ou les ciseaux. Nous le trouvâmes occupé à pratiquer une saignée. Le client présentait sa nuque rasée, Si Abderrahman se penchait sur le cou du patient. Je détournai les yeux de ce spectacle. Si Abderrahman planta 2 ventouses en fer blanc derrière la tête de l'inconnu et nous souhaita, en termes courtois, une heureuse journée. « Je vois, dit-il, que ce jeune homme a été gâté. Un tambour, une trompette, un magnifique chariot et un cierge. Il est vrai que le cierge est destiné au fki. Il faut toujours être très bien avec son maître, sinon, gare à la baguette de cognacier. » Tout le monde se mit à rire. Je rougissais d'indignation. La baguette de cognacier n'a rien de risible. Ces messieurs n'en avaient jamais reçu sur la plante des pieds, au point de ne pouvoir se tenir debout. Ils pouvaient rire. La baguette de cognacier inspire à ceux qui la connaissent un sentiment de crainte et de respect. Un homme sec, avec une barbe de bouc et un turban monumental, souleva le rideau d'entrée. Il geignait tant qu'il pouvait. Pour tout salut, il se contenta de hocher la tête d'un mouvement affirmatif. Il s'écroula entre les accoudoirs d'une chaise rigide et continua à geindre. « Tu me parais encore bien fatigué, oncle Hamad. Puis-je t'être utile ? Si Abderrahman, je vais mourir. Ne prononce pas de telles paroles indignes d'un musulman. Allah seul connaît les secrets de la vie et de la mort. De quoi souffres-tu ? Je ne souffre pas. Seulement, la nuit, ma respiration devient courte, j'étouffe et mon cœur se gonfle d'angoisse. Il te faut un fortifiant, oncle Hamad. Je connais une recette très efficace. Pourras-tu t'en souvenir ? Ma mémoire est intacte, c'est le cœur, te dis-je, qui faiblit. Donne-moi vite cette recette. Elle est simple. Demande aux gens de ta maison de faire frire dans du beurre un oignon blanc finement haché. Mélange à cet oignon frit 2 cuillerées de miel, de l'anis et des grains de sésame. Ajoute du gingembre et de la cannelle. Parfume l'ensemble avec 3 clous de girofle. Si tu absorbes une bouchée chaque matin de ce remède,
tes malaises disparaîtront. Si Abderrahman, Dieu te récompensera le jour du jugement. Je savais que ta sagesse me serait d'un grand secours. Je m'en vais acheter les ingrédients, à l'heure et à l'instant. » L'oncle Ahmad soupira, s'agita, finit par s'extraire de son siège et partit, poussant de sourds gémissements. Si Abderrahman vérifia l'adhérence des ventouses qu'il avait posées sur la nuque de son mystérieux client. « Aujourd'hui, mon aide est absent et l'apprenti en prison, pour je ne sais quel méfait. Je suis seul à travailler, expliqua Si Abderrahman. Il continua, s'adressant à mon père. J'espère, Malem Abdeslem, que tu n'as rien de bien important à faire. J'en ai pour un moment à pratiquer cette saignée. J'en ai fait une hier à l'un de tes amis, Moulay Larbi Alaoui, le babouchier. Cet homme me plaît, toujours digne, sobre de paroles et de gestes. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'est point d'enfant. Peut-être a-t-il une femme trop âgée ? Les gens de ta maison doivent connaître la femme de Moulay Larbi. On raconte que c'est une shérifa au cœur généreux. Grâce à son aide, Moulay Larbi a pu payer ses dettes et remonter son atelier. Je sais que ses affaires sont maintenant très prospères. Mon père écoutait, indifférent. Si Abderrahman repassait un rasoir, se penchait sur la nuque du patient aux ventouses, rangeait de menus objets dans un tiroir. Installé sur la banquette, entre deux accoudoirs en bois tourné, les pieds dans le vide, je regardais la natte usée qui tapissait le mur, les panoplies de rasoirs et de miroirs à main. J'admirais la majestueuse cathèdre de Marie, peinte de couleurs fanées. Déjà, si Abderrahman reprenait son monologue, ne crois-tu pas qu'il devrait songer à prendre une nouvelle épouse ? Le moment n'est peut-être pas encore venu, mais je suis sûr que les affaires de Moulay Larbi iront en s'améliorant. Il fabrique d'excellentes babouches de femmes, d'une richesse de matière, de décors et de couleurs vraiment étonnantes. Ces articles jouissent toujours d'une grande faveur auprès de la clientèle féminine. Il n'y a que les femmes pour faire la fortune des uns ou la ruine des autres. Il paraît que dans certains pays, les femmes vont même se faire arranger les cheveux chez le coiffeur. Que ne suis-je né dans l'un de ces pays fabuleux ? Si Abderrahman exhala un long soupir de regret et reprit. Je n'ai point le droit de me plaindre. Je suis le coiffeur attitré de plusieurs familles, de notre haute société. Elles sont généreuses. Dieu saura les récompenser. Louange à Dieu. Un nouveau visiteur fit son entrée. Le salut sur vous, dit-il. Sur vous le salut, la miséricorde et la bénédiction d'Allah, répondit Si Abderrahman. Mon père remua les lèvres. Le client aux ventouses toussa à 3 reprises, cracha quelque part et se figea dans sa pose rigide. Il nous tournait le dos. J'apercevais les franges de sa barbe qui dépassaient sur le côté. Ses oreilles d'un rouge cerise ressemblaient à des fleurs étranges. Il devait être assez âgé et travaillait, à voir la couleur de sa nuque, au champ ou dans un des multiples jardins qui entourent Fès. Il cessa de m'intéresser. Je regardais le nouveau venu. Jeune, la peau d'une blancheur de cire, les sourcils bien fournis et la barbe plus noire que l'aile du corbeau, son visage rayonnait de douceur. Il prit place sur une sorte d'estrade assez élevée qui faisait face à la porte de la boutique. Si Abderrahman, tout en vaquant à de mystérieuses besognes, ne cessa de lui prodiguer les sourires et les mots aimables. Lorsque le jeune homme se fut installé, le coiffeur poussa 1 ou 2 hennissements pour manifester sa joie et entama la conversation. « Comment va ton vénéré père, Sidi Ahmed ? Dieu le conserve en parfaite santé et multiplie ses biens. Souffre-t-il toujours de son genou ? Cela va mieux. J'en suis fort heureux. J'en suis très heureux, très heureux. Mon onguent a dû agir, il a même agi au-delà de mes espérances. Et toi, mon fils, laisse-moi te féliciter, te souhaiter bonheur et joie. Oui, je sais déjà. Je sais peu de choses en vérité. Ton père m'entretient parfois à ton sujet. Il m'a annoncé l'heureux événement. Tu épouses la fille de Si Omar le notaire. Pendant tout ce monologue, le nommé Si Ahmed ouvrit la bouche plusieurs fois, tenta de placer un mot, mais Si Abderrahman devinait ses réponses et lui épargnait la fatigue de les formuler. Le barbier poursuivait.
Si Omar est un homme de Dieu, dans une époque où s'étale la corruption, l'injustice, l'avidité, c'est un bienfait d'Allah de rencontrer un homme comme Si Omar, ou comme ton vénéré père, Hadj Ali. Il se tourna vers mon père pour le renseigner. Sidi Ahmed est le fils de El Hadj Ali Lamrani, le marchand de thé du quartier Saga. Tu dois le connaître. Si, tu dois le connaître. Il a fait 3 fois le pèlerinage au lieu saint. Par 3 fois, il toucha la pierre noire. Je prie Dieu de m'accorder la faveur d'être au paradis le voisin d'un homme aussi pieux. Sidi Ahmed va épouser la fille de Si Omar le notaire. Si Omar possède, outre la science, la sagesse et la courtoisie, des biens matériels. Dieu augmentera sa fortune. Il s'adressa à Sidi Ahmed. Que deviennent tes études ? Je t'ai connu bébé, te voilà maintenant, un savant. Je ne suis qu'un mendiant de la science, dit enfin Sidi Ahmed. Il plaça cette phrase par surprise, si Abderrahman suçait l'embouchure d'une de ses ventouses. Il ajouta, profitant toujours du silence forcé du barbier, si Abderrahman, tu en sais certainement plus long que moi sur mon manage. Mes parents s'occupent de cette affaire. Je n'ai pas mon mot à dire. Depuis quand, répartit le coiffeur, les jeunes gens ont-ils leur mot à dire quand il s'agit de ces graves problèmes ? Ils ont parfois de l'instruction, mais une instruction glanée dans les livres et sur les lèvres de leur maître. Il leur manque l'expérience des gens mûrs, des points de comparaison, la connaissance des hommes. Se marier ne consiste pas à passer de charmantes soirées avec une jeune et jolie femme. Se marier veut dire créer de nouveaux liens de parenté avec une autre famille, avoir de beaux enfants capables de vous venir en aide dans notre vieillesse. J'ai une fille en âge d'être mariée. Mon futur gendre sera un peu mon fils, moi qui ai toujours désiré un fils. Si Abderrahman retira les ventouses, alla les vider derrière un rideau. Sur la nuque du client paraissaient 2 boursouflures sanguinolentes. Le barbier s'empressa de les garnir de coton et vint vers moi. Je vais commencer par cet enfant qui doit s'ennuyer. Il préférerait sans doute être dans la rue. Tout en m'enveloppant dans une large serviette rayée rouge et jaune, il continuait en ces termes. Je le comprends. La rue avec la foule et ses odeurs, la foule et ses appels, la foule et ses murmures, ses chants, ses lamentations, ses disputes et ses cris d'enfants, la rue avec ses places qu'ombragent la vigne et le platane, la rue qui rêve, qui chante et qui boude. Maintenant, il me savonnait la tête et la frottait du plat de ses 2 mains. Son regard était vague. Il reprit son hymne à la rue. La rue où trottine le petit âne gris, où vagabondent les chats efflanqués, où tourbillonnent des vols de moineaux, la rue que traverse dignement un couple de pigeons au plumage irisé. Cette rue, avec ses cortèges de fêtes et ses cortèges d'enterrement, réserve à ses amoureux ses sourires les plus tendres, les enveloppe d'une tiédeur de sein maternel, se pare pour eux seuls de couleurs délicates et de lumières rares. « Tu es un poète, si Abderrahman !» s'écria Sidi Ahmed. « Par Allah, je n'ai jamais rien lu d'aussi beau sur la rue. Comment puis-je être poète alors que je sais à peine lire et écrire ? Non, j'aime simplement notre bonne ville de Fès. La rue, pour moi, est un perpétuel spectacle. »« Tu sais joliment en parier, » dit mon père. « Si Abdeslem, on parie toujours bien des choses qu'on aime. Une vulgaire gargoulette de terre cuite peut provoquer l'enthousiasme d'un amateur de gargoulettes et le transformer en ce que Sidi Ahmed appelle un poète. Si Abderrahman choisit un rasoir avec un manche d'ébène, le passa, le repassa sur une pierre gluante d'huile, l'essuya avec soin, réessaya sur son ongle avant d'entreprendre de me raser la tête. Il commença au sommet du crâne, m'obligea à baisser le nez jusqu'aux genoux, racla à petits coups le duvet de ma nuque. 2 revint ensuite aux côtés, fit le tour de la mèche qui pendait sur mon oreille droite. Le rasoir me brûlait limpeux. Je ne disais rien. Je n'écoutais même plus la conversation. Une torpeur m'envahit. Je finis par m'endormir. Ma tête s'en alla de travers et la lame me mordit légèrement. Je me réveillai en sursaut. Le coiffeur discutait toujours. Des gouttes chaudes de sueur couvraient pansa mon front, dégoulinéant le long de mon nez. Il s'arrêta enfin, épousseta mon visage et mon cou à l'aide d'une serviette et me démaillota. Je me sentis léger,
comme saigné à blanc. J'eus mal au cœur. Je cherchais des yeux mon père. Deux s'aperçut de mon malaise, se mit debout, se porta à mon secours. « Viens, me dit-il, l'air frais te fera du bien. Si Abderrahman, j'ai besoin d'être rasé moi aussi, mais je reviendrai le soir. Cet enfant paraît fatigué. Messieurs, je vous laisse dans la paix d'Allah. Nous voici de nouveau dans la rue. Jamais elle ne me parut aussi belle, aussi enchantée que ce jour-là. Je me sentis beaucoup mieux. Arrivés à la maison, nous nous installâmes pour le repas. Le bourdonnement des tambourins nous parvenait de toutes les terrasses. Au premier étage, Zineb tapait sans rythme sur son jouet de 4 sous, une tarifa en terre cuite qui ne mesurait pas plus d'1 empan. Je pris à peine le temps de manger, j'avais hâte de la faire mourir de jalousie. Je trouvai 2 bâtonnets, je me passai le tambour en forme de sablier en bandoulière, et je commençai une nouba, de ma composition à crever le tympan de tous les habitants du quartier. Je réfléchis. Ma musique devait être plus riche. Je m'équipai en homme orchestre. Je m'assis, mis mon tambour par terre sur ses bords, je réussis à coincer ma trompette entre les genoux. Mes mains manièrent le bâtonnet avec vigueur. Je soufflai de toutes mes forces dans la trompette. Bruit de tambour et mugissement se mêlèrent. La musique devenait assourdissante. Zineb vint me rejoindre pour prendre part à la fête. Nous improvisâmes le plus beau concert qui eût jamais fait résonner les murs de notre maison. Les femmes, y compris ma mère, crièrent grâce. Elles n'appréciaient pas notre musique. Elles nous conseillèrent de monter sur le belvédère de la terrasse charmer les oreilles des voisins. Auparavant, ma mère me demanda d'enlever ma djellaba et mon vieux gilet. Elle désirait m'essayer une chemise neuve. Elle me la passa par-dessus la vieille. Elle craquait d'après. Ma mère paraissait satisfaite du travail de la couturière. La chemise me couvrait entièrement et tombait jusqu'au sol. Mes bras se perdaient dans les immenses manches. Le col de 2 doigts de hauteur était fait de plusieurs épaisseurs de tissu et fermé sur le côté par un cordonnet de soie blanche. Je ne pensais qu'à mon tambour. Cette séance d'essayage m'ennuyait. Je pus me libérer, reprendre mon vieux gilet et ma djellaba. Je courus vers la terrasse. Zineb m'attendait en compagnie de 2 filles et d'un garçon venus des maisons mitoyennes, chacun avec son instrument de musique. Le garçon tenait un tambourin comme les filles. Il l'abandonna pour s'emparer de ma trompette. Il était plus âgé que moi et se connaissait en musique. Il sut tirer de cette trompette, simple en apparence, les rugissements les plus inattendus. Nous nous abandonnâmes à la joie du rythme. Nous nous saoulâmes de bruit. Des femmes richement habillées se perchèrent sur les murs pour nous admirer. Elles riaient de notre excitation, nous encourageaient par des mots gentils qui se perdaient dans le tintamarre. Nous jouâmes jusqu'au coucher du soleil. Ma mère vint me chercher. À l'entendre, je m'étais assez amusé ce soir. Il fallait venir dîner et me coucher. Elle comptait me réveiller à la première heure du jour pour aller au MCID commencer l'année dans la joie, le travail et la récitation des versets sacrés. Elle m'amena à la cuisine. Là, l'auge de bois qui servait les jours de lessive débordait d'eau bouillante. Pour rendre cette eau moins brûlante, elle y versa un seau d'eau fraîche. Elle me déshabilla, me plongea dans ce savant mélange. J'eus la respiration coupée. Je me mis à hurler, à me débattre afin d'échapper aux mains de ma mère qui me frottait vigoureusement à l'aide d'une rondelle de liège, emprisonnée dans un tissu particulièrement rêche. Une fois lavé, je mangeai quelques bouchées de pain trempé dans la sauce d'un plat de viande au citron. Je m'allongeai sur mon matelas. Ma mère étendit sur moi une chaude couverture. Je ne tardai pas à sombrer dans le noir, un noir peuplé de petites filles taquines et bêtes et de barbiers bavards. La voix de ma mère me tira des profondeurs du sommeil. Je nageai, un bon moment, dans une lumière rouge parcourue d'étincelles et d'astres errants. Puis, j'ouvris les yeux. Vite, je les refermai, espérant retrouver le noir si reposant et si frais. La voix insistait. « Réveille-toi, il est 3 heures du matin. Je t'ai préparé ton beau gilet, ta chemise neuve et ta sacoche. Tu n'as pas encore vu ta belle sacoche brodée. Ouvre les yeux. Réveille-toi donc. » Je pleurnichais. Je me frottais énergiquement les paupières de mes poings fermés. Je tentais plusieurs fois de me recoucher,
Mais ma mère fut impitoyable. Elle se mouilla la main et me la passa sur la figure. Mes oreilles cessèrent de bourdonner. J'entr'ouvris mes cils avec précaution. Mon père, habillé d'une djellaba de laine fine, me souriait. « Prépare-toi pour fêter l'Achoura Homcide avec tes camarades. » Du courage, du courage. Ce fut dans un état de somnambule que je me lavai les yeux, me rinçai la bouche, me rafraîchis les membres. Je retrouvai ma lucidité lorsque ma mère me passa, à même la peau, ma chemise neuve, craquante d'après. Elle me grattait horriblement. À chaque mouvement, je remplissais la pièce d'un bruit de papier froissé. Je mis mon gilet rouge au dessin compliqué et bien en relief. Ma sacoche en bandoulière, je complétais cet ensemble très élégant par la djellaba blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. Elle sentait la fleur d'oranger et la rose séchée. Me voilà devenu un autre homme. J'étais complètement réveillé. J'avais hâte de partir à l'école. Les vêtements, les chaussures, tout était neuf. Plein de dignité et d'assurance, je précédais mon père dans l'escalier. La lumière brillait à toutes les fenêtres de la maison. Hommes et femmes commençaient l'année dans l'activité. Ceux qui restaient au lit un matin comme celui-ci se sentiraient, durant 12 mois, indolents, paresseux. L'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. J'entendais le bruit de sa canne. C'était sûrement un aveugle. Je perdais mes babouches tous les 3 pas. Mes parents voyaient grand. Ni les vêtements, ni les chaussures n'étaient à ma taille. Mais j'étais heureux. Une fois dans la rue, mon père me glissa dans la main une pièce de 5 francs et me mit entre les bras le cierge dont nous avions fait l'acquisition. C'était là mes cadeaux de nouvel an pour le maître d'école. Les passants que nous rencontrions me souriaient avec bienveillance. Les boutiques étaient ouvertes, les rues éclairées. Je faisais de terribles efforts pour retenir mes babouches. De loin, j'aperçus les fenêtres à auvent de notre école. Je faillis lâcher mon cierge d'enthousiasme. Des grappes de lumière pendaient et transformaient cette façade habituellement triste et poussiéreuse en un décor de féerie. Les lampes à huile diversement colorées scintillaient et par leur seule présence créant un climat raffiné de fête et de joie. Je hâtais le pas. Les voix des élèves montaient claires dans la fraîcheur du matin. Elles rivalisaient de gaieté avec les dizaines de petites flammes qui dansaient dans leurs bains d'huile et d'eau teintés des couleurs de l'arc-en-ciel. Cette impression de fête fabuleuse s'accentua lorsque je poussai la porte du « Messid ». Je n'étais plus le prince unique au gilet de drap amarante. Je devenais un membre d'une congrégation de jeunes seigneurs, tous richement vêtus, chantant sous la direction d'un roi de légende, des cantiques d'allégresse et des actions de grâce. Mon père m'abandonna au milieu de mes condisciples. Je remis solennellement mon cierge d'une livre et ma pièce de 5 francs. Les enfants se serrèrent pour me laisser une place. Je scandais les versets coraniques avec conviction. D'autres élèves arrivèrent. Le paquet de cierges grossissait à côté du FK. La chaleur devenait étouffante. J'avais la tête couverte avec le capuchon de ma djellaba. Je le rejetai. Ma chemise collait à mon corps. Des picotements insupportables me parcourèrent le dos. Mon front, mes mains se couvrirent de perles de sueur. L'un des élèves saigna du nez et tacha ses beaux habits de croûte vermeille. Je levai les yeux au plafond. Les petites flammes dansaient, grésillaient, lançaient et parfois une étincelle bleue. Je me taisais pour les entendre psalmodier, comme nous la parole de Dieu. Leurs voix se confondaient avec celles des élèves. J'étais convaincu qu'aucune d'elles ne célébrait l'Achoura silencieuse dans sa cage de verre, indifférente aux ondes de bonheur qui déferlaient sur nos visages. Ce matin, les objets les plus ordinaires, les êtres les plus déshérités, mêlaient leur voix aux nôtres, éprouvaient la même ferveur, s'abandonnaient à la même extase, clamaient avec la même gravité que nous, la grandeur et la miséricorde de Dieu, créateur de toutes choses vivantes. Après la récitation du Coran, nous chantâmes des cantiques. Les parents de certains élèves psalmodiaient avec nous. Ils étaient venus accompagner leurs enfants. Ils n'avaient peut-être pas de besogne qui les attendait. Ils célébraient l'Achoura Homcide comme au temps de leur enfance. La lumière des veilleuses devenait jaune, s'anémiait à l'approche du jour. Dans la rue,
La circulation était devenue intense. 2 moineaux voltèrent autour des lustres accrochés aux auvents des fenêtres. Le maître, les yeux au plafond, les 2 mains ouvertes dans un geste d'offrande, prononça de longues invocations. Il demanda à Allah de protéger et de faire prospérer les affaires de la communauté des musulmans, d'étendre ses grâces sur les vivants et les morts, de développer les liens de solidarité entre les humains, de faire régner sur cette terre l'ordre, la justice et la compassion. Amin, amin. C'était la première fois que je voyais le fki sans baguette de cognacier. 2 me parut beau, enveloppé dans sa djellaba à raies blanches et noires, les épaules couvertes d'un burnous de drap gris. 2 nous donna 3 jours de repos. Le jour de la rentrée étant un jeudi, le congé durerait 4 jours. J'embrassai la main de fki avant de rentrer chez nous. 2 me chargea de présenter à mes parents à ses vœux pour la nouvelle année et prononça quelques invocations en leur faveur. La rue était maintenant très animée. Presque tous les passants s'étaient habillés de neuf. Les uns revenaient du marché chargés de paniers d'alpha qu'ils tenaient écartés pour ne point salir leurs beaux effets. D'autres flânaient désœuvrés. Ma mère avait sorti une belle mansouria en voile fin, ornée de rayures de satin jaune. Elle s'était coiffée d'un foulard noir à longues franges multicolores. La bouilloire chantait. Mes parents attendaient mon retour pour déjeuner. Ma mère avait cuisiné une pile de galettes en pâte feuilletée, de forme carrée. Elle les enduisit de beurre frais et de miel. C'était un délice. Je pris 2 grands verres de thé à la menthe. Pendant le repas, mes parents établirent un programme pour la journée. Le matin, mon père se proposait de m'emmener à Moulay Idriss, le patron de la ville. Après la prière en commun, nous reviendrions déjeuner. L'après-midi, j'accompagnerai ma mère chez notre amie Lala Aïcha. J'aurai le droit d'emporter avec moi l'une de mes trompettes. Le tambour en poterie fragile risquait de se casser en route. Ma bonne étoile en décida autrement. Après avoir bagnaudé avec mon père dans les rues encombrées de passants, après avoir fait l'acquisition d'un plat de céramique bleue sur la place des notaires, où les potiers exposaient ce jour leur production, nous pénétrâmes dans le sanctuaire de Moulay Idriss. Là, nous accomplîmes les rites de la prière de l'Ouli et nous partîmes déjeuner. Lala Aïcha vint nous surprendre à la fin du repas. Ma mère manifesta une grande joie à la revoir. Les 2 femmes se prodiguèrent mutuellement des baisers pointus, des formules de politesse et des mots aimables. Mon père les laissa à leurs effusions, disparus. J'avais une envie folle de jouer du tambour, de lancer quelques beuglements avec ma trompette, mais je savais que ma mère ne tolérerait pas de tels débordements. Je m'abstins. J'attendais le soir pour me livrer corps et âme à la musique. Je restai dans un coin à écouter les propos de notre visiteuse. Elle laissa entendre dès son arrivée qu'elle avait beaucoup à raconter. Ma mère disposait de tout son temps et frétillait de curiosité. Elle n'oublia pas, malgré tout, de remplir ses devoirs d'hôtesse. Elle souffla sur la braise, ajouta une bolée d'eau dans la bouilloire, rinça les verres. Elle ouvrit une boîte de fer blanc et en sortit une demi-douzaine de gâteaux de semoule. Lala Aïcha, installe-toi sur le grand divan. Le thé sera bientôt prêt. Non, non, j'ai dit sur le grand divan, à la place d'honneur. Je t'en supplie, installe-toi confortablement, insista ma mère. Lala Aïcha s'affala au milieu des coussins, soupira de satisfaction et commença son récit. Ce n'était pas, à vrai dire, un récit, mais une série d'événements accolés les uns aux autres. Parfois, les faits devenaient si compliqués que Lala Aïcha elle-même ne savait plus où elle en était. À ces moments, son visage se troublait. Une sorte d'angoisse lui crispait les traits. Ses yeux trahissaient une profonde inquiétude. Mais bientôt, un large sourire venait dissiper l'orage, et Lala Aïcha reprenait son monologue. Ma mère subissait les mêmes tourments, communiait dans les mêmes joies, éprouvait les mêmes émotions que son amie. Elle ouvrait parfois la bouche, comme pour lui venir en aide, mais ne trouvant pas le mot qu'il fallait, ne disait rien. Certains passages de ce long tissu d'anecdotes insignifiantes me transportèrent de plaisir. Lala Aïcha raconta que dans la maison voisine de la sienne, toutes les femmes,
par un caprice du hasard, s'appelait Khadija. Pour les différencier, on spécifiait la profession du mari. Khadija, la femme de l'épicier. Khadija, la femme du tailleur. Khadija, la femme du marchand de pétrole. Lala Aïcha ajouta: il serait plus simple de les appeler Khadija la sourde, Khadija la louchonne, Khadija la noire. Tout le monde comprendrait de qui il s'agit. Nous rîmes de bon cœur à cette plaisanterie. Ma mère s'absenta quelques minutes. Elle revint avec un bouquet de sauge et d'absinthe. Elle entreprit de faire son thé des grands jours. Tout en versant l'eau bouillante dans la théière, elle interrogea Lala Aïcha. « Comment va ton homme ? Parle-moi de ses affaires. A-t-il de nouveau un associé ? Travaille-t-il tout seul ? » Il n'a pas d'associé, mais il ne travaille pas seul. Il emploie 3 ouvriers. Les babouches se vendent bien, et je n'ai pas le droit de me plaindre. Il m'a promis de m'acheter, au début de l'hiver, un cafetan de drap abricot, objet que je désirais depuis si longtemps. Louange à Dieu. Les difficultés finissent toujours par s'aplanir, et les misères par tomber dans l'oubli. Oui, soupira Lala Aïcha. Ma mère attendit de nouvelles explications, mais, subitement, son ami se taisait. La chose l'inquiéta. À quoi penses-tu, Lala Aïcha ? Tu sembles triste. J'espère que tout va selon tes désirs dans ton ménage. Lala Aïcha soupira sans rien dire. Ma mère se versa un fond de verre de thé, le goûta. Elle parut satisfaite. Elle servit son invité et me servit. Lala Aïcha parle enfin. Elle se pencha sur ma mère et lui chuchota à voix basse. Nous sommes de bien faibles créatures, nous les femmes. Dieu seul est notre soutien et notre mandataire. Gardons-nous bien de faire confiance aux hommes. Ils sont... Lala Aïcha ne trouva pas l'épithète juste, elle se contenta d'agiter ses mains à la hauteur de ses épaules et de lever les yeux au ciel. Ma mère me permit de monter sur la terrasse jouer du tambour. Je compris que les 2 femmes avaient des secrets à se communiquer et craignaient mes oreilles indiscrètes. J'étais ravi de l'aubaine. Je montai sur la terrasse. Seul dans ce vaste univers, je me livrais aux joies du rythme. J'inventais les combinaisons les plus barbares. Je tapais sur les 2 faces de parchemin de mon sablier en poterie d'une baguette rageuse. Les murs multipliaient les sons. Pendant ce temps, Lala Aïcha et ma mère, penchées l'une sur l'autre, papotaient. Le soir, des bouquets de femmes richement vêtues ornaient toutes les terrasses. Les tambourins résonnaient, les chants fusaient de partout. Le soleil en robe d'or s'attardait à l'horizon, baignait toute la ville de roses fanées et de mauves délicats. La première étoile clignota. Ce fut le signal. Lala Aïcha embrassa ma mère et partit. La lampe à pétrole fut allumée. Nous étions sans entrain. Mon tambour et ma trompette gisaient sur un matelas. J'en étais dégoûté. Je retrouvais avec plaisir mes vieux vêtements. De mes habits neufs, je ne gardais que la chemise. Grâce à la chaleur de mon corps, son tissu s'était humanisé. Pour échapper au bruit des tambours qui bourdonnaient encore sous mon crâne, j'ouvris ma boîte à merveilles. Mes yeux, hélas, n'avaient plus la force de regarder.